heure. Il y aura peut-être une séance de questions-réponses à la fin si vous voulez. Et ceux qui veulent rester pourront continuer à parler avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer. Je vais vous partager ma présentation. Donc, alors, dites-moi si vous voyez tout bien. Ça, on va pas le mettre là. Tout le monde voit mon écran de presse? Allô, allô? Oui, oui. D'accord. Ouais, c'est C'est bon. bon. OK. Bon, on va commencer. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est un peu de parler donc de Git, de ses bonnes pratiques, surtout des stratégies de branching et de voir comment ça affecte la CI et la CD et on verra diverses choses et donc les bonnes pratiques de Git. Alors, ok. Donc on va commencer par une introduction à ce que c'est Git vite fait, même si je pense que tout le monde sait à peu près à quoi s'attendre. Ensuite, on verra les différentes stratégies de branching, donc pas exhaustive hein, parce qu'il y en a beaucoup. On fera une petite comparaison sur un tableau de ces stratégies, laquelle choisir en fonction d'un produit ou d'un projet et du cycle de livraison. On fera un zoom sur le TBD qui est le Trunk-Based Development. Je vous expliquerai tout ça. Ensuite, on fera... Ok. Pas. Ah, ok. On fera des constats sur l'influence du TBD et quelques bonus Git que je vous fournirai des ressources sur Git pour votre culture personnelle que vous pouvez utiliser. Une petite démo d'une pull request que je vais faire en live sur GitLab. Ok, merci. Désolé. J'utilise cet outil souvent, mais ok. Voilà, donc introduction à Git. Alors, qu'est-ce que c'est Git? Un tout petit peu. Alors, Git, ça a été inventé en 2005 par cet homme. Bon, un homme un peu banal, assez intelligent, il s'appelle Linus Torvald. Il n'a pas fait grand-chose à part juste inventer le Linux kernel. Donc, pas top, quoi. Voilà. Git, il s'est dit, je vais pas faire un truc simple, je vais challenger un peu les gens, on va sortir un peu de l'ordinaire et je vais vous compliquer la vie, même si au final, ça simplifie beaucoup de choses. Tout le monde se dit que Git, c'est super cool, mais beaucoup de gens passent du temps à faire des rebase, des merges, des conflits de merge, à faire beaucoup de resolve. Bon, comme toute présentation, ça commence par des mèmes sympas. Voilà. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, on va parler un peu plus sérieusement. Qu'est-ce que c'est Git? Git, c'est un système de contrôle de version de code qui est décentralisé, qui permet principalement à plusieurs développeurs de travailler sur un même projet en parallèle. Alors, les fonctionnalités clés de Git, c'est bien sûr la sauvegarde du code et l'historique des modifications, donc le versioning, gestion de branches pour le développement en parallèle, merge et résolution de conflits, collaboration en équipe via des pull requests et des code reviews, et le tracking des bugs et des nouvelles fonctionnalités avec des issues qui sont toujours intégrés soit à l'outil qui gère au versionning comme GitLab, soit à des outils externes qui peuvent être intégrés à cet outil de versionning. Alors, le Git Workflow. Le Git Workflow, c'est en gros, on clone un repo, et soit on check out la branche qu'on veut. En général, on est sur master dès le début. Si on bosse sur master, ça marche bien. Ensuite, on fait des edits, on modifie, on ajoute, on supprime, on fait un peu ce qu'on veut. Attends, il y avait un problème de... Excusez-moi 2 secondes. J'ai fait des mots. Il y a un bon vieux PowerPoint, ça aurait été bien. OK. Donc, on fait des modifications. Ensuite, on ajoute nos modifications. On fait attention qu'on n'ait pas de unstash changed. Ça va dans la staging area et on commit avec un commit propre
qui va être dans le repo local, et ensuite on push dans le remote repository, sur la branche sur laquelle on a travaillé. Alors, importance de Git pour la collaboration en équipe. Alors, donc, il facilite la collaboration en équipe pour les projets. Bon, ça, c'est un de nous. Il permet donc à plusieurs développeurs de travailler sur la même code simultanément. Ça, je l'ai déjà dit. Les pull requests et les code reviews, donc ça permet une vérification de la qualité du code avant de l'intégrer donc au code source principal. Les issues qui sont souvent intégrés à l'outil de versionning ou externe, ça permet de suivre les bugs et les nouvelles fonctionnalités. Souvent, on lit une pull request ou un commit à un issue en particulier pour avoir de la traçabilité. Les branches permettent une gestion flexible et séparée des différentes tâches de développement, si elles sont bien faites. L'historique de modifications est enregistré par Git et aide à comprendre les modifications apportées au code. Donc, tout ça, c'est quand on utilise bien Git. Les bonnes pratiques de Git, donc common sense. Il faut avoir des noms de branches significatifs et explicites. C'est pas test feature 1 ou des choses comme ça. J'en parlerai un peu plus en détail. Des messages de commit clairs et détaillés qui reflètent ce qui a été fait et qui sont idéalement très petits et qui ne mélangent pas deux choses. Je le redirai tout à l'heure. On teste et on fait des code reviews avant de soumettre sur la branche principale ou même avant de pusher grâce à des Git hooks. Donc notamment un outil Ski qui permet de faire des Git hooks et qui permet de même avant un commit ou même avant un push, de faire de la vérification, du linting, du test, plein de choses comme ça. L'idée, c'est de maintenir un code propre en utilisant donc les rebase principalement et les cherry pick avec précaution. Donc l'idée, c'est d'avoir une branche linéaire et pas des merge requests, enfin des merge requests commit de partout avec des branches et un arbre. Enfin, c'est même pas censé ressembler à un arbre, c'est censé ressembler à une ligne. C'est ça qu'on veut. On tag pour marquer les versions stables du code. Et on évite les commits massifs et inutiles. Donc ça, je l'ai dit, un seul commit, une seule responsabilité. On ne fait pas un commit avec 30 fichiers qui fait de la documentation, des tests. Les tests pour une feature, on peut les committer ensemble, ça a du sens, mais qui font des tests sur différentes choses ou une feature qui a fait quelque chose d'autre. Un refactoring, ça doit être fait à part. On fait des commits petits et des PR petites. Donc, l'importance de ces bonnes pratiques, ça aide donc à maintenir un code propre et organisé. Ça permet une collaboration plus efficace entre les membres de l'équipe. Ça aide à résoudre les conflits de manière plus rapide et efficace. Ça améliore la qualité du code et la vérification de cette qualité. Ça aide à la documentation et à la compréhension du code. Et ça facilite la maintenance et les mises à jour futures du code. Donc voilà, donc là, on est sur la présentation de Git et dans l'idéal, comment ça doit se passer. Et ça paraît simple. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent par souvent des outils d'UI pour gérer Git ou ne connaissent pas forcément toutes les commandes, ne savent pas comment ça se passe derrière exactement. Ils se disent il y a une peur de la merge. Est-ce qu'il ne veut pas y avoir de conflit quand vous les mergez? En fait, il faut avoir une stratégie de branching qui doit être établie en amont du projet et partir sur un socle et un consensus dans l'équipe. Donc, on va parler de ces branching stratégies, leur complexité, qu'est-ce que ça apporte, comment elles sont. Donc, pourquoi avoir des stratégies de branching? Pour surtout éviter l'enfer des merdes. Alors, par exemple, on voit une PR comme ça, plus 53 000 lignes, moins 7 000 lignes. Tu te dis, oui, tout va bien. Et puis là, tu fais ton merge, et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a tous les commits qui arrivent d'un coup, et boum. Voilà. Ah, j'adore ce mème, il fait plaisir, parce que ça représente exactement ce que ça fait un il y a plusieurs types j'ai bien aimé ce mème-là, il y a plusieurs types de maux de tête. Alors, les migraines, l'hypertension, le stress
Et on voit que résoudre les merge conflits, ça prend tout la tête tout le temps. Aussi, il y a des petits malins qui s'amusent, donc quand leur push est exécuté sur la branche principale, qui font un kit push course, qui réécrit l'historique et qui aussi vire les commits qui ont été faits entre-temps, s'ils ne sont pas pris en compte. Donc, voilà, évitez. Juste, je la remets pour une fois. Gros merge conflit et j'ai remis les mêmes parce que je l'adore. Alors, on va parler de la première branching stratégie, Gitflow. Alors, c'est une des plus anciennes branching stratégies de Git qui a été faite en 2010. Donc, en fait, ça se base sur deux branches principales, la master et develop. Donc, on démarre sur la master. Et en fait, le développement se passe principalement sur la branche develop. Sur la branche develop, on crée des feature branches, que l'on merge, et que ensuite, quand c'est mergé, c'est dans la develop. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans Gitflow, en fait, ça ressemble plus à ça. On a donc la master, la develop. Une fois qu'on a fait les feature branches, on les réintègre dans develop. Dans develop, une fois qu'on a fait nos features pour notre release, on a une release branche, par exemple, à 1.0. On va travailler sur cette release petit à petit. On va réintégrer sur Develop par moment parce qu'on veut refaire une feature. À un moment, on va repartir sur la release. Et une fois que la release est prête, enfin qu'on estime qu'elle est prête, on push donc tous ces changements sur Develop et sur Master et on tag sur Master. Les tags sont faits uniquement sur Master. Donc là, on voit quand même qu'on est en train... Oui, je n'ai pas parlé de la branche de hotfix qui sont toujours sur Master. Entre deux releases, il peut y avoir des hotfix à faire pour le client. Tout ça à maintenir en parallèle qui, en général, entraîne des conflits de merge impossibles. Donc, pour récapituler, Gitflow implique la création de deux branches principales, une branche de dev, une branche de prod, master. Il utilise donc des branches secondaires pour travailler sur les fonctionnalités, les corrections et les livraisons. Donc, les feature branches, les hotfix et les release branches. Donc, les feature branches sont créées à partir de develop et fusionnées dans develop une fois terminées. Les hotfix sont créés à partir de master et fusionnés dans master et develop une fois terminés. Les release branches sont créées à partir de develop et fusionnées dans master et develop une fois validées. Et voilà un petit point. Gitflow est aujourd'hui, même si c'était une norme quand même jusqu'à pas mal de temps, et même aujourd'hui c'est encore beaucoup utilisé, même si c'est vraiment infernal à maintenir. C'est considéré comme un workflow historique et complexe qui est moins utilisé aujourd'hui au profit de stratégies qu'on va voir après, comme le GitHub Flow ou le Trend-Based Development. Alors là, je vais enfoncer le couteau dans la plaie. Je vais parler de l'environnement de branching. Alors, c'est du Gitflow, mais en plus, on ajoute des branches pour les environnements. Donc, une branche pour le pré-prod, pour le staging, pour le develop, pour la qualité. On fait des hotfix de partout, des merges. On fixe sur une branche. Ça devient un gros plat de spaghetti. Et en fait, c'est juste impossible à maintenir. Si vous êtes confronté à ce genre de stratégie de branching, vous courez tout de suite et vous ne attardez pas sur ce projet, ou alors il faut vraiment revoir tout à partir de zéro parce que c'est un boulot à temps plein de gérer tous ces merges-là et il faudrait payer au moins 2 ingénieurs pour juste gérer les merges conflits à temps plein pour juste gérer ça. Donc, à éviter. Je vais quand même en parler un peu plus parce que malheureusement, elle existe toujours, cette stratégie de branching. Donc, une branche pour chaque environnement, comme je l'ai dit. Les fonctionnalités sont développées sur les branches DD puis fusionnées dans Dev une fois terminées, validées sur chaque environnement. Il y a des hotfix par environnement, il y a des hotfix sur master, master qui est la prod, sur la pré-prod, sur le staging, sur le dev, il y en a partout. Les versions sont créées à partir de dev et fusionnées dans le test et master selon le besoin.
Les correctifs de dev de bugs sont effectués sur les branches dérivées de la branche concernée et fusionnés dans les branches supérieures si nécessaire. Okay. Là, ça commence à faire mal. Hein. Je vous disais bien, il faut partir en courant. Ce processus peut éviter, il a un avantage, c'est qu'il peut aider à éviter les problèmes de compatibilité en utilisant des versions distinctes de code pour chaque environnement. Alors, ça, c'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est juste pas mal. Quoi. Donc, on a une grosse complexité au niveau de la mise en place et de la planification, de la planification, comme j'ai écrit, et multiplication des tests sur chaque environnement, c'est infernal. Ensuite, on a une autre stratégie de branching. Donc, le release branching. Alors, là, en fait, c'est surtout pour les équipes qui doivent maintenir, ou les projets, les produits qui doivent maintenir la backward compatibility et qui ont des releases qui doivent durer longtemps. Comme pour exemple Java ou Kubernetes, qui doivent en fait maintenir et faire des fixes sur des branches, sur des versions antérieures. Donc, il y a une équipe dédiée pour chaque release. La collaboration est très difficile. Pour chaque hotfix, c'est sur chacune des branches. On ne sait pas si on doit l'intégrer à la branche principale, à la prochaine version, à la version d'avant. C'est surtout aussi pour les cycles de déploiement qui sont souvent d'un mois, voire d'une demi-année, voire d'un an. Et ça correspond à peu près à la gestion de projet en waterfall. Il n'y a pas de continuous, rien du tout, continuous intégration sur la production, sur le développement, il y a trop de release. C'est n'importe quoi. Et voilà, le seul avantage, c'est vraiment le support pour les versions d'avant. Les grosses entreprises, les gros produits comme Kubernetes et Java le font bien. Ils ont aussi leur CI et CD qui marchent bien pour chaque release, mais c'est très difficile à maintenir et il faut beaucoup de ressources. Alors, comme je l'ai dit, ça consiste à créer une branche pour chaque version potentielle du logiciel qui contient toutes les fonctionnalités applicables. Quand une équipe commence à travailler sur une nouvelle version, elle crée une branche à partir de la branche principale. Les développeurs peuvent travailler sur des fonctionnalités dans des branches de développement séparées qui peuvent être fusionnées dans les branches de release lorsqu'elles sont prêtes. Donc, on a quand même ces feature branches sur chaque release. Les branches de version, donc les release branches, sont longues et ne sont pas fusionnées avec la branche principale via une pull request, contrairement aux branches de fonctionnalités sur les branches de version qui, elles, sont faites via du PR. On peut créer autant de branches de version que nécessaire, mais il faut garder à l'esprit que chaque branche active représente une autre version du logiciel à maintenir. Donc, les coûts de maintenance sont très, très grands. On peut verrouiller les branches de version, ça c'est bien, c'est quand on est prêt à arrêter le support d'une version particulière du logiciel. Typiquement, les LTS, tout ça, ça fonctionne comme ça. Une fois que la LTS n'est plus supportée, on arrête le support et on arrête les fixes sur cette version. Donc, tous les grandes librairies et tous les grands logiciels l'utilisent. Voilà, le feature branching ou GitHub Flow. Donc là, on a une amélioration. C'est très utilisé dans le monde de l'open source. On appelle ça aussi parfois la forking stratégie dans le monde de l'open source où on clone un repo, on le fork et après on fait des pull requests. Le GitHub Flow, c'est un workflow plus simple et beaucoup plus flexible que le Git Flow. Il utilise principalement des branches de développement, mais il n'a pas de branche normalement dédiée à la mise en production ou à la maintenance. Les pull requests sont utilisés pour la revue de code et la fusion et la modification dans la branche principale. Et c'est plus adapté et souvent utilisé pour des projets de moyenne envergure et avec une équipe de développement pas énorme. Je récapitule. Chaque branche est créée à partir de la branche principale, main ou master, qui contient le code source stable et déployable. Le développeur peut librement travailler indépendamment sur sa branche sans interférer avec le code des autres. Quand la branche est prête, le développeur doit pousser sur le dépôt distant et créer via une pull request et intégrer les modifications à la branche principale, idéalement après une code review. Donc oui, c'est ce que je disais, la pull request doit être revue par d'autres membres de l'équipe qui peuvent commenter, suggérer ou approuver les changements, quitte à refaire des commits derrière sur la pull request. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire.
Une fois la demande de fusion acceptée, la branche peut être fusionnée à la branche principale et supprimée du dépôt distant. Idéalement, on ne garde pas des branches qui sont vieilles et qui sont plus utilisées. On garde un historique. Bref. Le GitLab Flow. Alors ça, c'est exactement comme le GitLab Flow, sauf que ça permet, en fait, c'est entre l'environnement de branche que j'ai parlé tout à l'heure, sauf que c'est fait de façon plus intelligente. On a donc master qui représente la branche de développement. Il y a des feature branches comme dans le GitHub Flow. Une fois qu'on a déployé sur master, on a un déploiement automatique sur l'environnement de pré-prod pour faire des tests. Et ensuite, une fois que c'est validé, c'est déployé en production. Donc, ça permet de maintenir différents environnements comme le staging et la production et le develop, qui sont en fait exactement pareils. Ce sont les mêmes clones. C'est la même release. On tag la release 1.0, c'est exactement la même qui est déployée et c'est exactement la même qui est mise en production. Mais les modifications sont toujours faites sur la master. On ne touche pas, on ne fait pas de pull request ou de feature branch sur les branches de pré-production et de production. Alors, ça permet aux développeurs de collaborer et de maintenir plusieurs versions du logiciel dans différents environnements, ce qui en fait est utile surtout pour les applications mobiles. Je vous en reparlerai. Les développeurs créent des branches temporaires pour développer de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est comme les feature branches. Donc, ils utilisent une branche principale master pour le développement continu et des branches stables pour les versions prêtes à être déployées. On utilise donc des merge requests, pas des pull requests, c'est juste le jargon GitLab, pour proposer, discuter et valider les changements avant de les fusionner dans la branche principale ou une branche stable. Les commits s'écoulent en aval pour s'assurer que chaque ligne de code est testée dans tous les environnements. Et la code review est obligatoire, comme dans une pull request. Tout code ajouté à la branche principale doit être examiné par au moins un autre développeur avant d'être accepté. Ensuite, on passe au trend-based development. Il y aura une partie dédiée au TBD dont je parlerai un peu plus tard. L'idée du TBD, initialement, et si on est vraiment extrême, c'est add pull request, add branch, tout part dans le mail. Donc, on clone en local, on fait nos modifications sur master, on push sur master. Là, je vois beaucoup de gens déjà qui pleurent, donc il n'y a pas de code review, il n'y a pas de qualité. En fait, je vais vous expliquer pourquoi ça marche et pourquoi en fait ça demande une équipe très mature et une équipe petite. Voilà. Là, j'ai mis un schéma aussi où on peut avoir des release branches qui vont être en fait qui vont représenter une release à chaque fois. Et en fait, on cherry-pick, on fixe d'abord les problèmes sur master et on les cherry-pick sur les branches de release. Je re-rentrerai dans les détails si ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, c'est une stratégie de gestion de version qui implique l'intégration directe de tous les changements dans un lieu, tous les changements directs de tous les changements dans un tronc commun au lieu de les maintenir dans des branches séparées. Les développeurs travaillent directement sur un tronc commun, ce qui améliore la collaboration et la visibilité des changements effectués par les différents développeurs. Les développeurs peuvent créer des branches à courte durée de vie, quelques petits commits. Ainsi, la complexité du code base est réduite et les conflits sont évités. Ça permet également d'assurer que la code base est toujours prête à être déployée à la demande ou automatiquement et contribue à faire du déploiement continu une réalité. Cette stratégie est souvent associée à une approche de développement très agile avec un cycle de production rapide et fréquent. La code base est toujours prête à être déployée, production à la demande. À n'importe quel moment, on est capable de déployer en prod depuis master ou main. Voilà. La code review obligatoire, tout code ajouté à la branche principale doit être au moins examiné par au moins une personne ou un autre développeur avant d'être accepté. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire une pull request. Je rentrerai dans les détails. Il y a d'autres façons de faire et il ne peut pas y avoir de branche qui dure, selon moi, et selon l'avis général, qui dure plus d'une journée et
tout le monde doit committer au moins une ou plusieurs fois par jour. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est revenu là. OK. Petit bug. Bon, comparaison des stratégies. Alors, j'ai fait un petit tableau donc sur quelques critères par rapport aux différents environnements de branching. Donc, on se voit sur la complexité, la qualité, la productivité, la collaboration et la maintenabilité. Donc, on voit clairement que l'environnement de branching, qui est un mix entre Gitflow en ajoutant des branches d'environnement, c'est clairement la plus complexe. C'est difficile de garantir une qualité, la productivité est presque nulle, aucune collaboration, la maintenabilité est pauvre. Gitflow, c'est pas beaucoup mieux. Vraiment, le but, en tant pour ce que je vois, les consultants qui vont aller travailler sur des projets, ils essayent au maximum d'éviter le Gitflow et de partir plutôt sur du GitHubFlow ou directement sur du Trend-Based Development. Le release branching est nécessaire parfois et c'est beaucoup plus propre quand même parce qu'on a juste des release branches. La collaboration est difficile parce qu'en fait, c'est chaque équipe qui gère en fait sa propre version. Donc le GitHub Flow, on arrive sur le GitHub Flow et sur le GitLab Flow, on arrive sur des très bonnes stratégies avec une collaboration très forte, une maintenabilité très forte, une complexité beaucoup moindre. Sur le GitLab Flow, il y a un peu plus de complexité parce qu'il y a plusieurs environnements. Par contre, la qualité au niveau de GitLab Flow est plus forte que celle sur le GitHub Flow. Et sur le Trend-Based Development, la complexité est vraiment faible car on n'a qu'une seule branche, on s'occupe que de master et des petites branches de courte durée. La productivité est énorme. La collaboration est un peu plus complexe que sur le GitHub Flow et le GitLab Flow parce que en fait, elle est plus difficile parce qu'elle est nécessaire. En fait, c'est obligatoirement d'être constamment en contact avec son équipe. Et la maintenabilité est super parce que en fait, c'est en fait fait pour des équipes qui sont très expérimentées, où il y a beaucoup de tests, où il y a beaucoup d'automation. Je vous réexpliquerai tout ça quand je rentrerai dans le TBD. Alors, j'ai recensé un peu différents types de projets et quelles stratégies sont applicables. Donc, idéalement, avec le TBD, quand on a une petite équipe et on a une maturité de collaboration, tout projet est possible d'être traité. Pour des produits qui sont soumis au continuous delivery, déploiement, comme les software as a service, avec une équipe moyenne et une maturité de collaboration modérée, on peut quand même faire du TBD, mais le GitHub Flow est quand même un peu plus suggéré. Donc là, c'est là où je parlais des mobiles. Des produits donc avec des fenêtres de sortie définies avec un rythme périodique de version. Parce que par exemple, pour des applications mobiles, on doit d'abord déployer dans l'App Store et après, on doit attendre que ça soit validé. On n'a pas la main sur la mise en prod. Donc là, le GitHub Flow et le GitFlow peuvent être un peu plus applicables. Pour des produits exigeants en matière de qualité de produit, soumis au continuous delivery déploiement, tels que les applications web normales ou les plateformes, on peut faire donc une équipe moyenne et une maturité modérée. On peut quand même faire du TBD, mais le GitHub Flow et le GitHub Flow sont idéaux ici. Une fois qu'on commence à avoir des équipes grandes, c'est un peu plus difficile de faire du TBD et du GitHub Flow parce que c'est en général quand même pour des business units qui sont et des équipes qui sont assez réduites. Donc des produits avec plusieurs streams de développement en parallèle et un besoin de développement et de tests isolés tels que les solutions logicielles personnalisées pour les clients. TBD, j'aurais pas dû le mettre, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Là, on est plus sur du GitHub Flow et du GitLab Flow. Pour les produits existants en matière de qualité, exigeants en matière de qualité du produit et qui ont un long cycle de maintenance pour les versions publiées telles que les applications B2B, tout ce qui est 2B,
tout ce qui est pour le business, on est bien sur du release branching ou du Git flow. Pour les produits avec un support à long terme et un besoin de maintenance des versions antérieures, telles que les logiciels entreprises, c'est clairement le release branching qui est idéal. Et pour les produits qui requièrent un haut niveau de sécurité, ont besoin de revues exhaustives pour avoir une qualité impeccable, comme des logiciels financiers ou médicaux, je recommande le GitLab Flow pour ce genre de choses. Quand on est une grande équipe avec une haute maturité de collaboration. Alors, je vais parler un peu plus de ce que c'est le TBD et ce que ça implique. Alors, déjà, la définition de celui qui a créé, mais qui a instauré ce mode de fonctionnement. Donc, le TBD, c'est a source control branching model where developers collaborate on code in a single branch called trunk, resist any pressure to create other long-lived development branches by employing documented techniques. They therefore avoid much hell, do not break the build, and live happily ever after. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, en gros, le but, c'est un modèle de branching qui permet aux développeurs de collaborer sur le tronc et qui permettent de créer et qui permettent d'éviter les conflits de merge et de ne pas détruire la build. Voilà. J'en parle un peu plus. Ouais, ça fait une demi-heure. Je vais m'activer un peu si je veux faire la démo. Donc, on a deux types, en gros, de mainline quand on est sur du trunk-based development. Quand on est sur une équipe assez petite, donc tous les committers, donc en fait, quand je parlais on n'a pas de code review dans le trunk-based development, l'idéal, c'est qu'en fait, on recommande de faire du pair programming. Donc, en fait, on est toujours à 4 yeux sur le code. Donc, comme ça, pas besoin de pull request. On peut merger directement dans le master. Sur des équipes qui sont plus disperses, on a en fait des feature branches qui sont très, très courtes. Qui peuvent durer 1, 2 heures, 3 heures. Idéalement maximum une journée, voire 2 jours, mais rarement, et qui sont mergés directement dans master. Les développeurs ne committent jamais sur les release branches, ils committent toujours dans master et on cherry pick depuis master dans les releases. Le TBD, alors en fait, il a de fortes exigences. C'est vraiment pour, je vais vous expliquer, il faut avoir une grande automatisation de test, un grand coverage pour garantir une qualité sans faille du code avant la publication, parce que si on n'est pas sûr de ça, en fait, comme on commit directement dans master et que master est censé être mis en production immédiatement, si on n'a pas d'automation des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests d'acceptance, des tests end-to-end, si on n'a pas cette confiance dans ces tests et dans cette automatisation, on ne peut pas s'assurer en fait de la qualité du logiciel derrière. La culture de l'équipe est axée sur la responsabilité personnelle pour écrire du code de qualité, c'est-à-dire que en fait, on travaille en équipe, mais on est responsable et comme on push directement dans master, on est garant de la qualité du code directement. Bien sûr, avec la code review qui va avec, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut une forte collaboration et une communication au sein de l'équipe pour éviter les conflits de code. Donc, c'est vraiment une constante communication dans l'équipe. Hein. On ne peut pas faire les choses dans son coin. On est constamment en train de travailler ensemble, soit par du pair programming, soit par des PR, mais je vais vous expliquer un peu comment la PR doit être faite. Ça convient beaucoup plus aux équipes petites, ou vraiment très moyennes, avec une bonne expérience, parce que ça demande un haut niveau de technicité. Le forage principal, donc, comme je disais, soit il faut faire du pair programming, soit il faut faire une pull request avec une review synchrone. C'est-à-dire qu'on demande à faire... en fait, les gens sont dédiés
à faire la pull request, à faire la revue de code immédiate. C'est-à-dire que même s'ils doivent s'arrêter de bosser sur la feature, quelqu'un de l'équipe doit faire la pull request. C'est ce qui est prioritaire. Il y a besoin. Alors, en fait, là, il y a un problème qui se présente avec le TBD, c'est-à-dire que vous pouvez me dire, on est sur un sprint, il y a une feature qui est censée durer, qui est assez quand même complexe, qui doit durer 2, 3, 4 jours. Donc, comment on fait si on doit pousser sur master entre-temps? On n'a pas envie de pousser un truc qui ne marche pas, on n'a pas envie de pousser une fonctionnalité qui va casser le code ou qui va entraîner, en fait, parce que le code va forcément être mis en prod. Donc, comment il faut faire? Pour ça, on a plusieurs solutions. Je vais en nommer deux, mais il y en a d'autres. Donc d'abord, je commence par une quote. Feature branching is a poor man's modular architecture. Instead of building systems with the ability to easy swap in-out feature at runtime or deploy time, they couple themselves to the source control, providing this mechanism through manual merging. En gros, la première solution, c'est d'utiliser des feature flags ou feature toggles ou feature switch qui permettent en fait d'activer ou de désactiver les features sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, si vous êtes en train de travailler sur une feature qui dure plus de 2-3 jours et que vous devez quand même committer du code, vous avez un feature switch et cette feature n'est pas activée pour l'utilisateur en production et il ne pourra pas accéder à ce que vous êtes en train de faire. Donc, si ça ne marche pas, ça n'aura pas d'effet de bord sur la production. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment on gère les feature flags. Donc, ça permet aux équipes de développement, comme je l'ai dit, de déployer des fonctionnalités incomplètes ou expérimentales sans qu'elles soient immédiatement visibles pour tous les utilisateurs. Ils permettent aux équipes de développement de déployer des fonctionnalités. Ok, c'est 2 fois le même truc. Les feature flags peuvent être gérés manuellement ou automatiquement en utilisant des outils dédiés. Donc, ça peut être un if tout simple avec une condition, avec un paramètre d'environnement build time. Ça peut être un paramètre qu'on va fournir au runtime. Il y a aussi beaucoup de projets open source qui permettent de gérer ça. Donc comme PostHog, Unleash, Flagsmith, Harness ou qui nous permettent de faire ces feature flags et de les gérer simplement dans notre code. Les feature flags réduisent les risques liés au changement de code et permettent de revenir en arrière facilement en cas de problème. On a juste à désactiver la feature. Et si jamais on n'en veut pas, on supprime le code. Ça facilite les tests en production, les expérimentations contrôlées et les déploiements progressifs de nouvelles fonctionnalités. Les feature flags, alors, il y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a une situation sur les feature flags, c'est que ça peut créer du code mort. Et donc, ils doivent être documentés et gérés de manière efficace pour éviter les erreurs et les incohérences et ne pas oublier qu'on a mis une feature avec un feature flag quelque part qui traîne dans le code. Donc, il nous faut une documentation absolue. Alors, le branching by extraction, c'est une seconde technique qui nous permet en fait de déployer de façon modulaire et granulaire en fait. Je vais prendre une métaphore. Un peu simple là, c'est on veut changer toutes les roues d'une voiture et la règle, c'est que les mécaniciens doivent pouvoir continuer à travailler sur la voiture et la voiture doit pouvoir continuer de rouler en même temps qu'on est en train de faire les changements. Alors, première étape, on va créer un espèce de conteneur de roues. Donc, on va créer une couche qui va contenir l'ancienne roue, en fait, sur une seule roue. Donc, le véhicule fonctionnera toujours, ça sera juste un conteneur d'une roue. Donc, à chaque changement, la voiture doit être conduisable. Donc, une roue est enlevée et un conteneur avec un comportement similaire est mis à la place. On peut choisir, donc grâce à un switch,
peut-être avant de démarrer le moteur, d'utiliser l'ancienne roue ou la nouvelle roue. C'est ce qu'on voit dans la figure numéro 2. Et on applique ça sur toutes les roues. Une fois que en fait, ce conteneur et ce switch sont mis en place à choisir, je vais choisir l'ancienne roue ou la première roue, est appliqué sur sur l'ensemble du véhicule, on fait des tests, c'est-à-dire la personne va conduire en utilisant uniquement les nouvelles roues, toujours avec ce conteneur. Si la voiture roule mieux et que tout se passe bien, on enlève le conteneur et on a les nouvelles roues. Donc c'est un peu abstrait, je vais aller sur un exemple plus concret. Donc on commence dans une situation où différentes parties d'une application dépendent d'un module, d'une librairie ou d'un framework qu'on va appeler fournisseur. Donc plusieurs parties appellent ce fournisseur et il y a un problème avec ce fournisseur, on doit le changer, mais on ne peut pas tout péter d'un coup. On doit faire ça progressivement. Donc, on va créer une couche d'abstraction par-dessus qu'on va plugger au client et qui va rediriger vers le fournisseur. Et on change donc juste la section du code d'un seul code client qui va aller taper dans la couche d'abstraction qui redirige vers le fournisseur PT. Ensuite, on redirige tout les codes clients vers cette couche d'abstraction. Plus aucun code client dépend sur le fournisseur qu'on veut changer. Donc, ils dépendent uniquement de la couche d'abstraction. On rajoute le nouveau fournisseur, qui, idéalement, la couche d'abstraction, donc qui utilise la même interface, en fait, qui fait la même chose, mais de façon corrigée. Et on vient plugger, en fait, on va le faire sur un seul bout de client, qui va être redirigé uniquement sur le nouveau supplier. Donc, ça correspond un peu à la roue. On change cette roue sur une seule partie du véhicule. Et ensuite, une fois que tous les clients pointent vers la couche d'abstraction qui sont vers le nouveau fournisseur, on peut enlever le nouveau fournisseur et éventuellement, si on veut, enlever la couche d'abstraction complètement. C'est un peu le même système. J'ai mis un dernier exemple, mais c'est exactement la même chose. En fait, là, j'ai pris un cas précis. Par exemple, on a un cache qu'on utilise même cache et on veut passer sur du Redis. Donc là, on va créer une couche d'abstraction sur un des modules qui va utiliser la couche d'abstraction vers même cache. Tous les modules vont ensuite utiliser la couche d'abstraction. Ensuite, tous les modules, on rajoute Redis à la couche d'abstraction qui implémente la même interface et on vire même cache et on remplace par Redis. Tout ça, ça nous permet en fait de petit à petit changer un framework, un module, en garantissant en fait que le produit fonctionne de la même façon qu'avant. Alors, j'ai fait un résumé de ce que j'ai dit. Donc, le branchement par abstraction est une technique de développement qui permet de faire des changements importants tout en collaborant dans une seule branche et sans casser le système pendant que le changement est en cours. Le principe du branchement par abstraction est d'introduire une abstraction entre les parties du système qui dépendent d'un module, d'une bibliothèque ou d'un framework que l'on souhaite remplacer et le module lui-même. L'abstraction peut être une interface, une classe abstraite ou un proxy qui encapsule la logique du module existant et expose les mêmes fonctionnalités aux parties dépendantes. Ensuite, on implémente, donc ce que j'ai démontré avant, progressivement le nouveau module en respectant l'abstraction et en le testant en parallèle du module existant. On remplace ensuite progressivement les appels du module existant par des appels à l'abstraction dans les parties dépendantes, jusqu'à ce que toutes les parties utilisent l'abstraction. Finalement, on retire le module existant et on supprime l'abstraction si elle n'est plus nécessaire. Constat, en fait, donc sur CTBD. Donc, je vous ai expliqué juste deux façons de faire cette branche par abstraction et les feature flags qui permettent en fait de progressivement pouvoir livrer en production en ne cassant rien derrière. Il y a d'autres façons de faire comme le dark launching ou l'OZ ou d'autres choses comme ça, les keystone interface. Si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en fait, c'est possible il ne faut pas avoir peur en fait de
pousser du code et de fournir une fonctionnalité qui n'est pas terminée. Donc, quand tu utilises du TBD, en fait, il y a un constat qui a été fait il y a longtemps par Conway, c'est-à-dire que chaque organisation qui fait un système, en fait, va produire un système qui copie la structure de l'organisation et de sa communication interne. Typiquement, si on a une structure hiérarchique dans une équipe qui ressemble à un monolithe, bah, en fait, on va produire des monolithes et on n'aura pas d'agilité. Si on est sur des équipes qui sont distribuées avec différents centres de compétences, on pourra faire des microservices. On appelle ça la loi de Conway, et en fait, elle reflète beaucoup la culture. En fait, chaque système est représentatif de la culture de l'entreprise. Et pour une entreprise de service comme la nôtre, ça va dépendre du projet et des gens qui vont travailler sur ce projet et comment on va construire ce projet. Alors, un petit point sur la CI, CD, LCD. Alors, est-ce qu'on fait vraiment de la CI, CD? Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que Continuous Integration? En fait, Continuous, ça veut dire tous les jours. C'est-à-dire que si on ne commit pas tous les jours et qu'on n'intègre pas notre code tous les jours, on ne peut pas appeler ça de l'intégration continue. C'est de l'intégration retardée. C'est juste pas cool de dire qu'on fait de la CI si on n'intègre pas notre code tous les jours. C'est pas vrai. La continuous delivery, c'est une extension de la continuous intégration qui permet juste d'avoir un artefact qui soit déployable. Et le continuous deployment, en fait, la différence entre la continuous delivery et le continuous deployment, c'est juste un bouton sur lequel la personne va appuyer pour déployer en prod. Sinon, en fait, la CI, la CD et la continuous deployment, ce sont juste des extensions d'une même chose. Il faut avoir une seule source de vérité, donc la main branch. Si on veut faire de la CI, et en fait, Martin Fowler, donc celui qui bosse pour ThoughtWorks et qui est un grand advocate de ce qu'est la CI et le Trend-Based Development, d'ailleurs, n'utilise pas le terme Trend-Based Development, il appelle ça la Continuous Integration. Pour lui, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Si tu ne fais pas de Trend-Based Development, tu ne fais pas de Continuous Integration. Je suis un peu moins catégorique que lui, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, on ne fait pas de CI si on n'intègre pas tous les jours et qu'on n'a pas de l'automation et qu'on n'a pas de code review synchrone ou du pair programming. La build doit être automatisée, le code doit être self-testing, il faut faire du TDD ou pas. En tout cas, il faut que le test soit testé de façon très modulaire. C'est-à-dire que très modulaire et très isolé. Si on ne fait pas de TDD, il faut tester immédiatement après avoir fait la fonctionnalité et bulker ça dans le même commit. Tout le monde commit sur la mainline tous les jours. Tous les commits trigger la CI. La build doit être réparée immédiatement en cas de build qui fail. Tout le monde doit mettre tous ses efforts pour réparer la build. La CI doit être rapide. Et ça, c'est un gros problème. C'est pour ça qu'il faut être très technique à avancer. Et si une build et une CI ne durent plus de 10 minutes, ben, en fait, on est bloqué. Et en fait, il y a une espèce de palier. Quand ça passe à plus de 10 minutes, il faut revoir quelque chose dans l'architecture qui ne va pas. Soit modulariser, soit extraire des choses, soit améliorer les perfs. Les tests donc, doivent être exécutés dans un environnement clone de la prod. Tout le monde doit savoir ce qui se passe donc, dans le repo principal. Et le déploiement doit être automatisé si on fait du continuous deployment. Si on fait du continuous delivery, c'est juste, on s'arrête à une dernière, pas validation, mais juste à ce que ça soit fait manuellement en appuyant sur un bouton. Ce que Martin Fowler dit, c'est que pour être certifié qu'on fait de la continuous intégration, c'est que tous les développeurs commit au moins une fois par jour dans la mainline. Tous les commits trigger donc une build automatisée et des tests. Si la build ou les tests fail, ça doit être réparé dans les 10 minutes. Bénéfice.
Donc, bénéfice donc, de la CI et du Trend-Based Development, ça réduit le temps pour trouver les conflits car les mèches sont plus petits. Ça encourage le refactoring. On a une feedback loop immédiate. On a un user feedback plus rapide puisque tous nos commits sont en prod. Les risques sont grandement réduits. Ça améliore la collaboration de l'équipe. Et en fait, c'est le cas, et c'est prouvé scientifiquement par Dora, Google Cloud et les State of DevOps de chaque année, que en fait, ce qu'ils disent, c'est que avoir des branches de très petite durée, donc moins d'une journée avant d'être mergé dans le mainline, et avoir moins de 3 branches actives au total, sont des aspects très importants pour la continuous delivery et qui contribuent à de très grandes performances. Et c'est encore mieux quand on merge directement dans le trunk ou le master tous les jours. J'ai juste mis en fait les metrics donc, que Dora provide là-dessus. Il se base sur 4 metrics, donc c'est la fréquence de déploiement, le lead time for changes, donc c'est combien de temps ça dure pour à faire un changement. Si jamais il y a un break en production, combien de temps ça va prendre à être restauré et combien de temps ça va prendre à corriger une failure de build. Donc, on voit bien que les élites peuvent déployer à la demande plusieurs fois par jour. Pour faire une fonctionnalité, ça dure, une mini-fonctionnalité et pousser dans le commit, ça dure moins d'1 heure. Restaurer un service en prod, ça dure moins d'1 heure. Et le change failure rest, c'est-à-dire s'il y a une failure introduite par un nouveau changement, elle est entre 0 et 15%. Ça, c'est celui de 2021. Donc, on est sur actuellement comment ça se passe. Et en fait, je vous ai montré donc un peu, j'ai mis un iframe là-dedans. En fait, je vais me baser, ça c'est prouvé scientifiquement sur une étude sur des milliers d'entreprises. La continuous delivery, donc, qui est une conséquence du TBD et de la continuous integration, ça provoque donc une bonne culture d'environnement de travail, beaucoup moins de burn-out, c'est prouvé, beaucoup moins de retravail, beaucoup moins de douleur au déploiement et de grosses performances au niveau du software delivery. Voilà, c'est juste vraiment énormément bénéfique à utiliser ça. Alors, quelques guides bonus, je regarde l'heure avec moi 5 minutes. Okay, donc je vais faire rapidement, mais vous pourrez revoir vite fait. J'ai mis ça, je vais juste passer ça, où je vais mettre la présentation en ligne. Vous pourrez voir un peu, j'explique comment ça se passe, les merges, rebase, force forward merge. Alors ça, c'est un truc super. C'est quand vous êtes dans la panade et que vous avez un problème sur Git, utilisez ce workflow et suivez les petites cases et vous allez voir, ça va vous aider à vous en sortir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous fournirai ça et c'est bien utile. J'avais mis une petite vidéo. Avec. J'adore Fireship et ils font des vidéos super sur ça. Et là, il y a Git, il y a 13 Git techniques pour vous aider à avancer, à être bon dans Git, parce qu'en fait, il faut absolument Git, c'est incontournable dans le software développement d'aujourd'hui. Alors, la démo, je ne sais pas si j'ai trop le temps d'en faire une, mais on va essayer. Alors, OK. Disons, je vais faire un commit. OK. On va faire, hop. Tac, on va aller dans Coffee. Alors, Jean-Baptiste, si tu te reconnais, je vais faire un commit là-dedans. Donc, disons que j'ai envie d'ajouter un commit, je vais faire juste un git echo, un echo test donc dans le README. Tac. Je vérifie bien que j'ai donc voilà, j'ai modifié mon fichier README.
Ah mince, j'ai oublié. Bon, je reviens en arrière, j'ai oublié de créer ma branche. Je vais faire un git checkout parce que j'ai envie d'abord de créer une branche. Je vais d'abord créer ma branche. Je vais l'appeler doc readme. Tac, du mal pour moi. OK, on a déjà une. Bon, on va la renommer readme, si on veut. OK. Là, je vais refaire, donc, je vais faire un stage pop pour les changements que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Là, maintenant, je veux push ma nouvelle branche sur le repo GitLab. Je vais vous montrer un petit truc qui est sympa. Euh, c'est un petit outil que Fig propose qui vous permet de générer, grâce à de l'intelligence artificielle, des lignes de commande bash ou quoi que ce soit. Donc là, je vais dire euh, euh, push my branch. Comment elle s'appelle? Je l'ai appelé déjà. Doc Rini to the remote repository. Alors, c'est un peu aléatoire hein, comme tout, mais on va voir ce que ça nous génère. OK, donc là, ça n'a pas marché, donc on peut modifier la commande, mais en gros, ce qu'il faut juste, c'est faire ça. Là, ça va bouger. Alors, tac. Bon, cet outil-là, il est pas mal. Hein. Par exemple, quand on oublie une commande et qu'on ne sait pas quoi faire, bah, ça va. Bon, bref. Là, ça a poussé donc ma branche sur le repo. Ensuite, je vais voir donc, dans mon repo Fivasikov. Euh, je vais voir qu'il y a une branche que j'ai poussée dans une branche et je vais créer une merge request. Donc, je vais créer une merge request. Donc, je mets documentation, je décris ce que j'ai fait. Par exemple, je mets un lien vers un ticket FIVA. Je me l'assigne à moi et je vais assigner, par exemple, Olivier Gonnet parce que je sais qu'il revient de vacances. Ah, je peux même pas le mettre. Ah, il est même pas dedans. Ah. Je me suis dit, bon, bah, je vais mettre Jean-Baptiste. Allez. Je voulais aller embêter mon directeur technique puisqu'il revenait de vacances, mais je peux pas. Il n'est pas dans le projet. Bon, bref, j'ai mis un label. Bon, en général, c'est bien de mettre un label. Là, j'aurais mis doc. On a des options, donc squash commit when merge request is accepted. En général, on aime bien squasher nos commits et on delete la branche. Bon, là, j'ai pas besoin de squasher, mais tac. Donc là, je crée ma merge request. Donc là, ça va checker la pipeline. Je vais vous montrer un truc en attendant. Donc, si vous voulez activer des settings pour les PR là-dessus, vous allez dans Merge Request dans GitLab. Cliquez sur ce Fast Forward Merge, ça vous permet de ne pas avoir un merge commit quand vous mergez votre pull request. Cochez aussi Enable Delay Source Branch. Allow ou Encourage, moi j'aurais mis Encourage, donc Squash Commit, ça va déjà. Tac, Save Change. Tac. Et là, on revient là-dessus. Bon, là, la pipeline, elle n'a pas l'air de vouloir démarrer. Bon, donc, normalement, il y a la pipeline qui démarre. Il y a Jean-Baptiste qui a été notifié que j'avais fait une PR. Et par exemple, je lui dis directement STP, check my PR. Boum. L'idée, en fait, c'est que immédiatement, eh ben, il va regarder ce que j'ai fait. Il va aller voir les comités. Alors là, je sais pas pourquoi il n'y a rien du tout. Ah, mais parce que j'ai pas fait de commit, je suis débile. Ouais. Ah non, c'est moi qui suis débile. On va faire un truc. Git status. Ça va un peu trop vite, désolé. Git commit. -m. Hop. Et là, on peut refaire un push. Pour ça que Pense à faire un git add. Non, il est déjà add quand il est en vert. Il est déjà add le. Ah non, t'as raison. Autant pour moi. Donc,
Ouais, non, non, mais c'est bon, alors tu as raison. Excuse-moi, merci. Donc, j'ai oublié de faire le git add. En général, comme je passe plutôt par mon IDE, ça stage automatiquement. Tac. Donc là, normalement, sur la pipeline, là, il va y avoir le commit. Toujours pas. Ok. J'aime bien les effets démo. Ah, mais j'ai pas fait mon. Ah, j'ai du mal. Hein. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. Là, ça a bien poussé. Ça va pas pousser. Si, ça a poussé. Voilà. Voilà. Donc là, il y a un commit. Euh, Donc la merge est bloquée. Donc la merge request est en train de. Donc il y a une pipeline. Donc moi j'ai fait en sorte que quand on peut pas on peut pas merger tant que la build n'est pas passée. Donc on va dire que Jean-Baptiste a approuvé mon changement. Et aussi j'ai fait exprès de laisser parce que normalement l'erreur à ne pas faire c'est ne pas rebase sur sa branche avant de pousser une nouvelle branche pour éviter les conflits justement en amont avant de pousser dans le repo. Mais là, on peut rebase directement sur GitLab, ce qui permet de nous mettre à jour avec la branche main. Donc là, la branche est à jour. La merge est bloquée parce que c'est en train de builder. Donc, il faut attendre que la build se termine et ensuite, je pourrais juste pusher. Voilà, rapidement, je suis en train de dépasser. Conclusion. Savoir bien utiliser Git, c'est important. Il n'y a pas de stratégie parfaite adaptée à toutes les situations. Il y a des choses mieux que d'autres, mais ça dépend vraiment du projet et de ce qu'on et de l'équipe et de la maturité de l'équipe et du cycle de déploiement qu'on veut faire. En gros, c'est fais ce qui a du sens flow. C'est adapte ton flow à ton projet, à ton équipe. Et même si on commence avec une stratégie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et elle peut très bien être adaptée en fonction des besoins. GitHub Flow est le mieux adapté pour une équipe d'ingénieurs de différents niveaux, c'est-à-dire que en gros, je recommande de faire du TBD avec des ingénieurs expérimentés. Quand on a des ingénieurs de différents niveaux, c'est quand même mieux d'adopter GitHub Flow et d'avoir des feature branches, des pull requests, des code reviews. Et il faut savoir donc que le TBD, c'est le véritable enabler de l'intégration continue, de la continuous delivery et du continuous deployment. Voilà, j'ai dépassé l'heure, donc je ne sais pas combien de personnes j'ai perdu, mais si vous avez des questions, vous pouvez me poser maintenant. Si vous n'avez pas de questions, vous voulez aller manger, vous pouvez y aller. Oui, Stéphane, vas-y. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Vas-y. Une question très rapide. Slide 42, si tu peux revenir en arrière peut-être. Tu dis les tests doivent être exécutés dans un environnement clone de la prod. Tu parles de quels tests? Tu parles des tests automatisés quand même? Oui, des tests automatisés, oui. Donc en gros, ce que tu veux dire par là, enfin ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a des tests automatisés techniques en unitaire et des tests d'intégration et d'acceptance. Oui, oui, c'est pas bien sûr, c'est-à-dire que les tests d'acceptance doivent être utilisés. Par exemple, si tu déploies sur un cluster AWS, tu fais tes tests d'acceptance et tes tests d'intégration sur un cluster AWS clone de ce que tu as en prod, quoi. Voilà, donc en gros, autrement dit, on part sur une solution 100% testée automatiquement, Ouais. avec quasiment aucun test manuel et du coup, aucune période de non-règle, aucune période de test de validation. Il y a pas, en fait, c'est vraiment automatique. Si tu fais du continuous deployment, tu n'as absolument jamais à toucher à aucune chose une fois que c'est mergé dans master, tu touches à rien. Il n'y a rien à toucher. Si tu fais du continuous delivery, la seule chose que tu as à toucher, c'est le bouton pour mettre en prod. Et si tu fais du continuous integration, là, tu peux avoir une phase de validation business, validation qualité manuelle. Mais en continuous delivery, tu n'as rien à part le bouton et en continuous deployment, tu n'as aucune phase manuelle. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, on est plutôt sur quelque chose qui peut se mettre en place sur un nouveau projet
ou sur un projet Ouais. extrêmement bien géré à la base. Ouais. Mais pour pas mal de projets existants, c'est C'est difficile de dur, mettre voire impossible. une fois que, en fait, c'est difficile. C'est possible de changer la façon dont on branche en cours de projet, mais de passer à du Git flow sur du TBD, c'est juste impossible, quoi. Et puis, ça Ouais. dépend vraiment des besoins clients, quoi, après, derrière, et de l'équipe que tu as. Ok. Et donc, j'ai une deuxième question, un peu plus technique, sur le slide 38, un petit peu en arrière. Au niveau de la couche d'abstraction, sur l'exemple que tu nous donnes là, techniquement, comment est-ce que tu mets en place, du coup, cette couche d'abstraction et comment tu fais la sélection, de l'implémentation? Est-ce que c'est une config de IOC spécifique ou, est-ce qu'il y a des outils pour ça? Alors, il n'y a pas vraiment d'outil pour la branche pour abstraction. Pour les feature flags, il y en a. Mais pour la couche d'abstraction, c'est plutôt manuel. C'est toi qui vas aller, c'est ton inversion de contrôle tu vas injecter la bonne dépendance pour le bon client, quoi, en gros. C'est-à-dire que ton client, tu lui injectes tu lui injectes la dépendance Redis au lieu de lui injecter la dépendance Memcached au runtime. OK, donc on passe par exemple par une création d'interface, i-Redis cache au lieu de i-cache tout court et puis ensuite, Alors, en on fait, spécifie par exemple. tu vas avoir la même interface cache et avec toutes les opérations que tu fais dans le cache et tu changes juste l'implémentation derrière. C'est ce que je dis là, c'est l'abstraction peut être une interface, donc là, ça traite ou un proxy qui va encapsuler la même interface, mais la logique derrière, en fait, elle dépend du framework ou du module que tu utilises, quoi. Oui, OK. Stéphane, tu as une question aussi? Enfin, si tu as C'était fini. moi qui levais la main. Ah oui, pardon, excuse-moi, non, mais j'avais quelqu'un qui avait. C'était Cyril qui avait levé la main. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je reviens juste à les premières phrases que tu as dit de la présentation qui disent, en parlant des interfaces graphiques utilisées pour faire Git. Mhm, Donc moi, par exemple, ça fait 15 ans que je fais du Git, j'ai pas fait une seule ligne de commande de Git mhm. sur des gros projets, hein. Et en fait, je mettrais juste un bémol sur l'utilisation parce que si on fait du Git simple de base, c'est-à-dire que si on ne part pas dans des délires d'architecte avec, comme tu l'as dit, des flows de ouf, et en fait, une pratique de Git assez simple qui correspond à une équipe agile et avec des tests unitaires un peu partout et avec les bonnes pratiques. Bah, finalement, du Git, c'est un outil enfin, c'est anecdotique. Le Git n'est pas les pratiques de Git. Enfin, tu utilises l'interface graphique, tu fais ton push, ton commit. Enfin, ça devient quelque chose dans lequel tu ne te poses pas de questions et tu peux très bien utiliser une interface graphique qui fait ces choses-là très bien. Et tu pars du principe que tout le monde utilise la même interface graphique que toi et Oui, que. même pas. Dans mon projet, j'ai d'autres moi, j'utilise Git Intention, il y en a d'autres qui utilisent autre chose, je sais plus. Mais en fait, c'est pusher, hein, pusher, faire son dev avec la pratique que tu as dit en dernier, hein, avec pas en ayant du flow, en ayant vraiment un guide très simple et des commits très réguliers. Finalement, tu n'as pas des branches partout et puis tu fais tes petits devs en 2-3 jours, tu les pushes. Il y a Bah, pas de grande commande Git à faire, quoi. c'est ce que je dis en termes du TBD, c'est-à-dire que c'est la plus simple à gérer au niveau branching parce que tu n'en as pratiquement pas, quoi. Tu en as as une branche qui va durer une journée, pratiquement, tu la pushes, c'est fini sur master et tu n'as pas à te Ouais. prendre la tête. Bah ouais, Les puis tu détruis ta branche après. Enfin, toi, tu n'as vraiment qu'une seule branche ligne, enfin, tu n'as qu'une seule branche main et tu te poses pas trop de questions, quoi. Mais dans l'idéal, c'est comme ça qu'on n'a pas à se prendre la tête. Mais quand tu as des équipes qui sont sur du Gitpo et sur des branches de partout, c'est là où tu commences à avoir des problèmes. Et malheureusement, c'est le cas sur la plupart des projets, enfin, de mon expérience. D'accord. Voilà. Moi, perso, ça m'a posé aucun problème d'utiliser une interface graphique depuis des années et sur des énormes projets, hein, notamment un des plus gros projets qu'il y avait de développement en Île-de-France. Et c'était super agile. Et puis, voilà, ça se passait. Enfin, si on comprend ce qui se passe derrière, c'est possible d'utiliser une interface graphique et c'est beaucoup plus simple, notamment quand tu as fait la démo où tu te gourres un peu dans les commandes, hein, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Là, tu as tout visuel et c'est assez pratique, je trouve. Voilà. J'utilise aussi, moi j'utilise mon IDE la plupart Voilà. du temps. Ok. Mais c'est vrai en fait, quand tu n'as pas grand-chose à faire et que ça reste simple, utiliser une interface graphique au lieu d'utiliser des commandes, c'est plus simple, hein. J'ai rien contre les interfaces graphiques. C'est juste qu'il faut aussi savoir comprendre ce qui se passe aussi derrière, quoi.
ne pas complètement s'abstraire de ce que fait Git derrière. Essayer d'aller chercher plus que ce qu'il y a, parce que tu peux, enfin, t'as eu beaucoup de chance en 15 ans de tomber sur aucun problème de Git, et je suis à base d'ici. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et loin de là, quoi. Je Oui, précise que ça a toujours été couplé à de l'Azure DevOps ou autre système derrière, hein. Ça n'a pas été que du Git pur. Enfin, derrière, on avait tout un système qui nous aidait, hein. d'accord. Nicolas? Ouais, j'ai une petite question. Est-ce que je vous entends depuis le début? J'ai l'impression que tout le monde fait du trunk base et peut déployer limite directement en prod. Nous, aujourd'hui, c'est pas du tout. Enfin, dans les différents projets que j'ai faits, c'est pas du tout le cas. Il y a toujours la phase de validation. Et donc, du coup, j'ai forcément besoin à un moment d'avoir une version, un environnement associé pour déployer et pour que les tests manuels de validation sont faits. Nous, en tout cas, on n'est pas assez mûr pour livrer en prod comme ça. Et du coup, on est d'accord que le trunk base, de ce que j'ai compris, là, n'est plus adapté. Ah bah bien sûr, mais ce que je dis, c'est que si c'est pas possible, c'est bien ce que je dis à la fin, c'est-à-dire que je dis pas qu'il faut absolument faire du trunk base, je dis que le trunk base, c'est idéal pour faire de la CI et pour faire du déploiement en continu, rapide et avec une grande qualité. Mais ce que je dis surtout à la fin, et je mets un point d'exclamation dessus, c'est que ça dépend de tes besoins clients, ça dépend de ton projet, ça dépend de ton équipe, ça dépend de ta maturité. Et le trunk base n'est pas une solution à tout, et c'est bien ce que je mets dans ce tableau-là, que si je partage toujours. En Ouais, fait, c'est bon. je mets pas le trunk base partout, quoi, hein. C'est pas réalisable partout, et ça dépend complètement de ton projet, hein. Et là, c'est pas une solution pour tout, quoi. Vraiment pas, hein. Et dans tes projets, c'est complètement compréhensible que ce soit pas possible. Aujourd'hui, si tu commences un nouveau projet sur une petite application, sur une petite web app avec une équipe réduite, et que tu peux mettre ça en place, c'est l'idéal de le mettre en place. Mais si tu as besoin de validation client, de déployer en recette chez eux pour attendre une validation, c'est pas possible de faire du déploiement continu. Mais bien sûr, c'est vraiment une approche idéale, c'est pas la réponse à tout. Et quant à la réalité en face, c'est très dur de le faire. Et c'est pour ça que c'est pas donné à toutes les équipes de pouvoir faire ça. Vraiment pas. Ok. Stéphane, une autre question? Ouais, c'était Ou pas? plus pour compléter la réponse à Nicolas, parce que du coup, sur notre projet Trigo, on est pareil, pas du tout capable de faire du TBD, notamment parce qu'on a quasiment aucune couverture de code en termes de tests automatisés. Et du coup, on est en train de changer de process. Jusque-là, on était sur un espèce de dérivé de Gitflow, GitHubFlow, et on est en train de changer de process avec quelque chose que j'ai pu mettre en place chez des clients il y a déjà une dizaine d'années, que j'ai appelé Semantic Flow. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un GitHub Flow plus ou moins traditionnel avec du coup du feature branching et une branche pour les releases et une branche pour la prod. Et en parallèle de tout ça, un genre de trunk-based development sur une branche d'intégration qui ne sert à rien d'autre qu'à mettre à disposition au client les features qui sont complete en termes de développement, pour que le client puisse regarder sur un environnement où il y a tout ce qui est fini de développer, valider certaines features à part, et quand les features sont validées par le client, elles sont réintégrées dans la branche développe, qui est la release candidate. Et du coup, on fait usage au final de déploiement continu sur un environnement où on peut déployer tout ce qu'on veut, même des choses qui sont partiellement terminées, sans souffrir du fait que c'est intégré dans la release candidate systématiquement. Et du coup, on a un petit peu les bons côtés, on va dire, des 2 pratiques. Ça rajoute un peu de complexité, mais ça nous permet du coup d'avoir, de l'intégration continue sur le code et pas de perturbation de la branche release candidate avec des trucs qui sont incomplets ou invalidés. Je vais vous mettre un truc dans le chat parce que je l'ai vu passer, qui ressemble beaucoup à ce que tu dis. Ça s'appelle le free flow. En fait, t'as une release candidate, tu as une master, tu as une release. Et tu pourras lire l'article, mais en fait, ce que tu dis, Stéphane, c'est complètement cohérent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Tu adaptes ta stratégie de branching en fonction de ce qui a du sens pour toi et pour ton équipe et pour ton client.
Et il n'y a pas de solution miracle à tout, c'est juste essayer de faire au plus simple et de garder les choses au plus simple, tout en gardant une qualité, une qualité maximale et en perdant le moins de temps possible à faire de la maintenance et des résolves de merge config. Ok, parce que nous, on fait du guide flow et pour le coup, on n'a pas vraiment de souci de merge quand même. Sauf sur les hotfix. Ouais, sur Qui les parfois ont hotfix, du mal à redescendre. Les Ouais. hotfix peuvent nous poser souci. Et encore, souvent, c'est lié aux pommes, c'est lié aux versions qui sont incrémentées. À part ça, c'est vrai qu'on a peu de soucis de merge. Après, on a des livraisons en prod toutes les 3 semaines. Enfin, on a des sprints de 3 semaines. On a notre develop qui est le sprint courant, on a notre master qui est notre prod, et puis on a la version interne, la release candidate, en gros, qui est notre branche release du sprint, en fait. Donc un dev, c'est 3 semaines de dev, 3 semaines de recettes, et puis en prod, donc au bout de 6 semaines. Non, enfin, voilà, encore une fois, je dis, GitLab Flow, le problème, c'est le fait que tu aies toutes ces branches à gérer, quoi. Et que, en fait, ça peut poser des. En l'occurrence, ça ne te pose pas toujours le problème de merge config chez toi, mais c'est beaucoup plus prône à créer des erreurs de merge config et du coup des erreurs en prod que si tu travailles d'une façon linéaire, mais comme c'est pas possible, le GitLab Flow est aussi adapté. C'est pour ça que ça a été inventé et que beaucoup de gens encore l'utilisent. Ok. Cyril, tu avais encore une question ou tu as juste laissé ta main levée? Ok. À mon avis, il avait juste laissé sa main levée. J'ai juste laissé ma main levée, désolé. Pas de souci. T'aurais dû faire 5 minutes de commande. Comment? On va faire 5 minutes. Donc, si tout le monde, si plus personne n'a de questions, on va arrêter là, parce que ça a déjà duré 1h20. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Je vais mettre à disposition les slides et j'ai un article que je vais mettre en ligne aussi en lien avec ça, qui est beaucoup plus complet et qui parle de beaucoup de choses, d'autres que ça, et en évitant de rester sur les bases de Git, mais en s'intéressant plus au TBD et à plus de cas d'usage et des stratégies applicables en fonction des produits et des cycles de release. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Salut. Merci Gaëtan. Merci. Merci.